Bonjour à toutes et à tous et merci, d'être présents pour ce premier atelier de la troisième édition, d'Une fois une voix, dont le thème cette année est «Sois jeune et tais-toi». Donc, nous sommes très heureuses de commencer, et de lancer, cette, série d'ateliers, avec toi. Samia, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Pour te présenter, rapidement, donc, Samia, tu es, podcasteuse, autrice, de plusieurs séries documentaires, dont, Damien, l'école de la colère pour Spotify et ou encore, Les forces du désordre, que tu as fait pour Slate et qui ont été, toutes 2 distinguées, par Télérama. Mais tu animes aussi, des podcasts, qu'on pourrait, qualifier, reprends-moi, hein, mais de conversationnels, Ouais, c'est ça. comme La Chamade, dans lequel tu reçois, un ou une invitée, pour lui raconter, une histoire, d'amour d'un anonyme ou d'une anonyme. C'est ça. Donc, en fait, cette diversité de supports que tu utilises m'amène directement, à te poser la première question. Comment est-ce que cette, appétence pour ces différents supports, t'est-elle venue? Alors déjà, bêtement, parce que j'écoute beaucoup de podcasts et en fait, moi, le goût pour le podcast, c'est venu parce que, j'avais découvert à la base, c'était des podcasts américains, parce que j'avais fait une partie de mes études aux États-Unis et j'avais découvert d'abord un documentaire, donc Serial, un très, très gros podcast américain qui a vraiment cartonné, c'était en 2014 à l'époque et donc moi, c'est par là que je suis arrivée, au son et au podcast en particulier. Donc c'est vraiment par le documentaire et ensuite, bah, j'ai commencé à en écouter plein et à vraiment varier les types de formats que j'écoutais et à écouter aussi du coup des interviews, des conversations et cetera et en fait, j'ai toujours aimé avoir un mix de tout. Il y a des moments en fait où on a envie d'écouter quelque chose, bah, de très, très produit, de très travaillé avec, beaucoup de voix différentes, tout un sound design donc tout un travail sur la musique, sur le son et cetera. On est disposé pour ce genre d'écoute et il y a des moments où au contraire on a envie, bah, plus, d'écouter quelque chose en faisant son ménage, et donc bah, forcément moi comme j'aimais un peu tous ces formats-là, bah, j'ai eu envie un peu de tester tous ces formats et c'est vrai qu'au départ c'était plutôt du documentaire, que j'ai fait pendant pas mal d'années, et j'ai fait surtout des séries documentaires et puis, bah, récemment comme tu l'as dit, je me suis lancée dans des podcasts de conversation parce que déjà aussi j'étais un petit peu fatiguée d'avoir enchaîné les projets documentaires, ça prend donc comme beaucoup de temps aussi, c'est compliqué. Donc j'avais besoin de quelque chose un peu plus tranquille et en même temps, c'est quand même du boulot parce que c'est pas parce qu'on fait un podcast de conversation que juste on balance la conversation sur internet et que voilà, on se contente pas d'enregistrer et de balancer, donc c'est quand même un travail en tant que tel et c'est aussi tout un travail d'animation que je découvre en fait et puis, ce que je découvre aussi dans la conversation, c'est qu'il faut être, ben, comment dire? Il faut être drôle, accessible, il faut qu'on s'attache en fait à la personne, à l'hôte du podcast. C'est aussi un autre travail que le documentaire, parce que le documentaire, on va y faire des voix off, mais elles sont très travaillées, alors que là, c'est pas du live, hein, bien sûr, c'est monté derrière, mais enfin, il faut qu'on ait une répartie tout de suite, il faut qu'on sache répondre, tout de suite à ce que vient de dire quelqu'un, donc voilà, c'est un exercice qui est complètement différent et je trouve ça intéressant de tester tous ces formats. Voilà, une réponse très longue pour une question courte. Non, mais c'est est-ce qu'il y a un exercice qui est à ta préférence quand même, malgré ça? Ou est-ce que tu trouves, ben, justement dans chacun de ces dispositifs, ces Ouais. spécificités? Ouais. Bah, franchement, je crois que j'aimais maintenant, je peux dire que j'aime vraiment, tous ces formats-là, en fait, autant. Jusque-là, je pense que j'aurais dit, bah, plutôt du documentaire parce que c'était plus ce que je connaissais, mais et puis j'étais un peu prétentieuse, je pense aussi. C'est un peu comme les gens qui disent qu'ils regardent Arte alors qu'en fait, ils aiment, des formats plus simples et plus légers, quoi et en fait, non, bah, il faut un peu de tout et donc je pense qu'aujourd'hui, je pourrais me passer de aucun de ces formats-là. Vraiment, j'ai pris goût, aussi à la conversation mais je pourrais pas complètement arrêter le documentaire, en fait. Je pense qu'à un moment donné, j'aurais envie d'y revenir parce que c'est autre chose. C'est le plaisir du temps long, du vraiment un gros travail sur le son, de raconter une histoire. Enfin, c'est un plaisir qu'on peut pas vraiment retrouver dans la conversation et par contre, le côté léger, marrant de la conversation, c'est quelque chose qui me manque un peu dans le documentaire. Donc je voudrais faire les 2 idéalement. Bah, parfait et puis alors en plus tu m'amènes Ah. une transition parfaite puisque justement il va être, question ici, donc, de se préparer un petit peu pour aller, sur le terrain et pour donner, quelques conseils justement aux ados qui nous écoutent et certaines qui peut-être, vont réaliser un podcast pour la première fois. Donc peut-être pour commencer, voilà, cet atelier, sur le terrain, essayer de
penser et peut-être donner quelques conseils sur ce que tu fais, comment tu te prépares justement avant de partir interviewer. Est-ce que déjà, pour commencer, tu as une idée précise de ce que tu vas trouver? Ou est-ce que, voilà, tu laisses... Alors, franchement, pas forcément, loin de là, parce qu'il y a quand même un peu un travail préparatoire pour moi dans les documentaires. Sauf si on connaît très, très bien son sujet parce que, par exemple, j'en sais rien, si on parle de son quartier et on connaît très, très bien son quartier, on connaît très bien l'histoire qu'on va raconter, on connaît très bien les personnes, qu'on va interviewer. Bon, effectivement, il y a pas forcément besoin d'un travail préparatoire. On peut déjà, passer à la phase, un petit peu écriture ou en tout cas préparation, voilà, je sais ce que je vais trouver, je sais comment je pars, en entretien, pas trop de surprises. Alors que, la plupart du temps, on ne connaît pas. Bah, je vais prendre un exemple concret, donc, par exemple, Damien, l'école et la colère, donc un podcast que j'ai fait pour Spotify où j'ai suivi un élève donc pendant 2 ans. Là, vraiment, moi déjà l'école, c'était un milieu que je connaissais plus que depuis que j'étais partie, en fait. Donc c'est une école primaire et je le suivais ensuite au collège. Donc, j'avais pas remis les pieds, dans une école primaire et un collège depuis bien longtemps. Encore moins aujourd'hui aussi, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, hein, à l'école et au collège, par rapport à mon époque à moi. En plus de ça, c'était la première fois que j'interviewais des jeunes, un enfant en particulier, puis il y en avait plein d'autres, hein, autour de lui. Et puis, ben, après, il y avait tout le corps enseignant. Enfin, il y a énormément de personnes que j'ai dû interviewer dans ce documentaire et pour moi, c'était vraiment, je savais pas trop à la base ce que j'allais chercher. Je savais que il y avait cet élève qui faisait des grosses crises de colère, qu'il avait créé un refuge dans son école. Et je me suis dit: «OK, c'est hyper intéressant parce que c'est une école publique, tout à fait classique, ordinaire et moi, j'avais jamais eu de refuge dans mon école. Pourtant, j'ai toujours eu des élèves, turbulents, qu'on appelle turbulents, en fait, hein, dans le langage courant». Et je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, pourquoi est-ce que» bah, là, j'ai appris que donc cet élève avait créé ce refuge, donc c'était par une amie enseignante, hein, qui enseignait dans cette école et bah, surtout qu'on l'avait non seulement laissé faire, mais même encouragé, que le corps enseignant l'avait vraiment accompagné là-dedans. Je me suis dit: «Waouh, OK». Donc j'ai commencé à creuser, mais bon, on est d'accord que ça fait pas une histoire, en fait. On a une belle histoire même, enfin, ça fait, «Oh là là, super, la gentille école qui suit, le petit élève qui a des problèmes», bon, très bien, mais on va pas écouter 6 épisodes de ça. Et donc, je me suis dit: «OK, il faut passer du temps» et là, j'ai vraiment alors il faut avoir l'occasion de pouvoir le faire, on peut pas, mais moi j'avais le temps, mais on peut pas toujours. Mais j'avais le temps d'aller à l'école au départ tous les jours. Mais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours et après j'y allais un peu genre je crois 3 fois par semaine, et puis au bout d'un moment, une fois que je savais plus ce que j'allais raconter, voilà, j'ai plus ciblé mes enregistrements. Mais au départ, j'allais tout le temps et je faisais vraiment partie des murs, je faisais partie des enfin en fait, elle faisait des tours de comment dire? De préparation de la nourriture en fait, les maîtresses et la directrice tous les jours et en fait, je faisais vraiment partie du truc. J'étais vraiment dans le groupe WhatsApp, je préparais mon tour, bref, enfin voilà, moi je faisais vraiment partie des murs. J'étais tout le temps en train d'enregistrer, tout le temps, tout le temps. Avec cet élève, en classe, dans la cour, j'interrogeais les enseignantes sur la colère, comment est-ce que vous gérez les émotions des élèves, enfin voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, mon sujet a commencé à se dessiner un petit peu plus et là, j'ai compris qu'il y avait un gros enjeu qui était le passage en sixième et qu'en fait, moi, j'avais pas du tout vu venir. Je me suis dit: «Bah oui, je savais qu'elle allait passer en sixième, mais je me rendais pas compte qu'en fait, on pouvait se poser la question de quelle sixième pour cet élève?» Pour moi, il y avait une sixième. Je me disais pas: il y a plusieurs possibilités différentes». Il y a différentes unités qui peuvent exister pour ces élèves, qui ont, des difficultés à différents niveaux, qui ont un handicap. Et puis il y a aussi, parfois des établissements spécialisés, en cas de handicap, bah, voilà, où l'école ne peut pas, les accueillir. Et donc en fait, c'est posé cette question-là. Il y a eu des séries de réunions, il y a eu plein de choses qui se sont posées, comme, plein de questions qui sont posées, plein de réponses et de non-réponses et je me suis dit: «OK, mais ça, c'est génial» et en fait, c'est ça que je vais raconter parce que si moi, je le découvre complètement, c'est qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas comme moi ce sujet-là. Il y a des gens qui le connaissent et qui se sentiront entendus peut-être et il y a des personnes comme moi qui se passent complètement à côté. Et donc je me suis dit: «OK, ça va être un sujet sur l'inclusion à l'école et spécifiquement sur cet élève et comment est-ce que on passe de l'école primaire à la sixième quand on fait des grosses, grosses crises de colère et que, ben, c'est très compliqué quoi l'école au quotidien». Donc voilà. Donc après parfois ça peut aussi aller beaucoup plus vite. Moi il se trouve que j'ai mis des mois, c'est un peu exceptionnel aussi. C'est un documentaire que j'ai mené sur 2 ans. On n'a pas toujours 2 ans pour, travailler sur un projet et je vous souhaite pas forcément d'avoir à passer des mois pour, défricher un sujet. Là, je pense que c'était nécessaire aussi parce qu'il y avait, bah, c'était des enfants, enfin, il y avait plein de choses aussi qui étaient délicates, plein de questions éthiques aussi donc voilà, moi, il se trouve qu'il fallait ce temps-là en tout cas pour, définir mon projet.
Puisque tu en parles, des questions éthiques, peut-être, en dire 2 mots aussi parce que c'est ça, la difficulté quand on va sur le terrain. Comment est-ce que, on gère tout ça? C'est-à-dire, le côté, administratif et puis aussi le côté, autorisation, est-ce que tout de suite quand tu arrives, tu dis: «Alors attention, là je suis en train d'enregistrer». Est-ce qu'en amont, il y a quelque chose qui doit être fait? Comment ça se passe? Et surtout avec des enfants, en fait? Ouais, alors évidemment pour les enfants, c'était un cas extrêmement, voilà, particulier parce que avant d'enregistrer quoi que ce soit, déjà on avait fait un papier en fait pour demander l'autorisation aux parents, donc toutes les classes de tout vraiment de tous les niveaux à l'école. Parce que je savais pas à ce moment-là, peut-être que dans la cour j'allais interviewer, enfin ou j'allais interroger par mégarde quelqu'un dont les parents voulaient pas du tout, donc là il fallait m'assurer de qui ne voulait pas et au final l'écrasante majorité des parents ont dit oui. Il y avait juste peut-être 2-3 élèves pour lesquels on m'a dit non, donc c'était facile à identifier. C'est beaucoup plus compliqué quand c'est de l'image, mais ça, le micro, c'est quand même plus facile, hein, ça nous permet, d'accéder à beaucoup plus d'endroits, beaucoup plus de personnes, que la vidéo. Ensuite, une fois que Spotify a pris mon projet, parce qu'au début, j'ai commencé, à enregistrer toute seule et ensuite, donc Spotify a décidé de produire le projet et bah, là, c'était encore une autre série d'autorisations. Donc là, il y avait, donc au départ, c'était en anglais, ça a été traduit en français, des feuilles à faire signer aux parents donc de l'élève en question que j'interviewais, le plus souvent en fait, l'élève principal, enfin le personnage principal de mon documentaire et ensuite ils avaient fait, d'autres papiers pour toutes les personnes, mais mineures, majeures. Alors mineurs évidemment, c'était les parents encore une fois mais je me faisais quand même signer toujours par les enfants aussi. Pour moi, c'était important de montrer aussi que le consentement des enfants est important au-delà de ce que disent les parents et ensuite, bah, même les personnes majeures en fait devaient signer. Ça, c'est un truc qui est très important et que moi j'ai découvert assez tard. C'est si possible, quelles que soient les personnes que vous allez interviewer, faites-leur signer un papier. Parce que si un jour, une personne dit: «Bah, en fait, je veux que ce soit retiré», par exemple, en l'occurrence, vous avez travaillé pour une plateforme Spotify, par exemple. Demain, s'il y en avait un qui disait: «En fait, je veux que ça soit enlevé», bon, ça serait délicat, mais en fait, ça serait même plus que délicat. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui a travaillé derrière, on a été payé pour ça, donc Spotify va pas accepter de l'enlever comme ça et donc ça nous permet de nous prémunir, en fait, de ces après, s'il y a des choses vraiment où vous vous dites: «OK, oui, c'est peut-être pas très sympa de», le but n'est pas de mettre en danger les gens, mais ça, c'est plutôt des arbitrages qui se font en amont. C'est pas après qu'on découvre normalement, une fois que c'est publié, que mince, on n'aurait peut-être pas dû mettre ça parce que telle personne, va être en danger ou va se retrouver en difficulté parce qu'on a voilà. Ça, normalement, c'est des choses qui s'arbitrent en amont. Moi, j'estime quand c'est sorti qu'on a fait tout ce travail pour vérifier quand même qu'il n'y avait pas de choses trop graves qui étaient sorties. En tout cas, voilà, pour le coup, il y en a pas du tout, hein, j'ai l'impression en tout cas. Et c'est aussi quelque chose qu'on travaille en amont aussi avec les personnes qu'on interroge. On leur demande: «Est-ce que vous êtes OK, pour qu'on parle de ça? Est-ce que vous comprenez bien que c'est» il y a des personnes aussi qui sont pas familières des podcasts. Donc faut leur dire: «Ça reste sur internet, c'est pas juste à la radio, ça passe une fois et ça repasse plus. Ça reste tout le temps». Et ensuite, bah, les particularités de l'école, bah, c'était de demander des autorisations à l'éducation nationale parce qu'on rentre pas dans une école comme ça et donc même si la directrice m'avait donné son autorisation, il fallait aussi, bah, que la hiérarchie, me donne, les autorisations et là, donc c'était pareil, c'était l'inspectrice qui a dû d'abord, donner son autorisation. C'est remonté jusqu'après jusqu'au rectorat, en fait, la direction de communication du rectorat de Paris. Donc c'est pas facile, mais à raison, hein. Je pense que c'est normal aussi, on laisse pas rentrer n'importe qui dans une école, on laisse pas n'importe qui enregistrer des enfants, donc je trouve que c'est bien. Et puis maintenant je peux le dire parce que j'ai eu l'autorisation, mais il y a eu un moment donné, j'ai eu vraiment chaud, hein. J'ai eu vraiment chaud et j'ai cru que je l'aurais pas. Donc ça peut être parfois mais ça dépend de vos terrains d'enquête aussi parce que c'est vrai que bon, il y avait aussi, j'avais interviewé pour un documentaire donc des policiers et des gendarmes, c'était aussi toute une, très compliqué à plein de niveaux, mais parfois, je vous rassure, hein, les sujets sont beaucoup plus simples et il y a pas besoin de demander toutes ces autorisations. Ça se ressent, hein, dans ton podcast, c'est ce que je trouve, très intéressant, c'est parce que vraiment tu arrives à bien nous dépeindre en fait, le climat scolaire, enfin le milieu scolaire et cetera, les personnages très, très vite, voilà, on comprend qui est qui et cetera et ce qui est, marrant aussi, c'est que, justement, tout le monde n'a pas la même réaction, face au micro. Il y en a même certains, dont tu le dis, hein, qui refusent carrément, carrément, de parler, d'être enregistrés, Ouais. voilà Oui, donc alors ça, c'est pour ça et ça, il faut savoir s'adapter. Au début, on se dit: «Oh là là». Alors si votre personnage principal veut pas du tout parler au micro, c'est embêtant. Encore qu'il y a eu des documentaires qui se sont faits sans la voix du personnage principal, hein. Donc c'est possible. Mais en général, des fois, on se dit: «Oh là là, si j'ai pas pu avoir telle personne, bah, c'est tout mon projet qui part à la poubelle» et en fait, bah, pas du tout.
parce que justement, ça dit quelque chose parfois, une personne qui a pas envie d'être enregistrée et puis, ben, ou alors on trouve des manières de le contourner. Donc par exemple, moi je suis à une réunion en l'occurrence, il y a une personne dans la réunion qui veut pas du tout être enregistrée, qui veut pas être nommée, qui veut bref, elle veut rien avoir à faire avec le micro et donc ben, dans ce cas, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai résumé ce qu'elle a dit. Donc je l'ai pas nommée, j'ai juste donné sa fonction et j'ai résumé ce qu'elle a dit dans la conversation et j'ai enregistré les personnes qui lui répondaient. Et donc voilà, ça a priori, c'est OK, donc c'est passé sans problème. Plus on a de gens interviewés, plus c'est un gros documentaire et plus on risque d'avoir des personnes qui vont nous dire non. Ouais, donc trouver des stratégies un petit peu, Voilà, comme ça. ouais. Et au niveau, alors toujours, sur le terrain, une fois qu'on est sur le terrain prêt à enregistrer, comment est-ce qu'on fait pour, gérer vraiment, l'aspect, technique, le matériel? C'est-à-dire, le micro déjà, est-ce que c'est quelque chose, voilà, que tu essaies de faire oublier? Comment est-ce que Ouais. tu gères tout ça? Alors, c'est difficile de le faire oublier étant donné qu'on doit pour avoir un bon son, on doit coller le micro sous le nez de la personne. Donc, mais par contre, ça ne veut pas dire quand même il y a des personnes qui arrivent à l'oublier au bout d'un moment. Si on fait bien notre rôle, si on joue bien notre rôle d'intervieweur, les personnes l'oublient. Non pas qu'elles oublient qu'il y a un micro complètement, mais en tout cas, elles arrivent à faire abstraction du fait qu'il y a un micro, même s'il est là, quoi. Donc, c'est alors moi, je trouve que le dispositif le plus simple possible, pendant longtemps, pendant des années, j'ai enregistré avec un Zoom H5, donc un enregistreur avec un micro intégré. Franchement, avec une poignée que je tenais comme ça et franchement, c'était, le plus simple qu'on puisse trouver et même pour nous en tant que reporters, non seulement c'est moins intimidant aussi pour les personnes en face de nous, mais en plus pour nous en tant que reporters, c'est quand même beaucoup plus facile de bouger et cetera. Maintenant, j'ai un enregistreur portable auquel est branché un micro, mais enfin, c'est un micro de reportage, mais c'est pas beaucoup plus, lourd comme dispositif. C'est juste que le son est un peu meilleur que celui que j'avais avant, mais celui que j'avais avant était déjà bien. C'est vous qui mettez à l'aise les personnes, en fait, que vous interviewez. Donc vous les encouragez avec la tête, en faisant des sourires et cetera et en fait, vous les obligez à vous regarder vous et non pas le micro et donc d'un coup, au bout d'un moment, peut-être les 5 premières minutes sont un peu bizarres et encore, hein, il y a des personnes qui sont très à l'aise tout de suite, hein. Il y a des personnes pour qui c'est un peu bizarre au début, puis au bout d'un moment, bah, ça y est, il y a dans le flot de la conversation, hop, elles sont à l'aise, elles font abstraction du micro et il y a plein de gens à la fin qui m'ont dit, «J'ai carrément oublié le micro». Effectivement, ils ont pas qu'ils ont oublié complètement, mais ils étaient plus gênés par ça, en fait, voilà. Donc c'est possible, en fait. Puisqu'on parle de l'enregistrement et ça, c'est vrai que c'est pas facile, en fait, pour des ados qui ont pas forcément, le matériel adapté et cetera. Tu en avais, même beaucoup parlé, l'an dernier, lors des ateliers. Mais, quelles sont les difficultés? Alors, tu as dit que, par exemple, il fallait, bien rapprocher le micro. Comment tu fais, si, par exemple, tu enregistres dans un lieu qui est bruyant, dans lequel il y Alors a beaucoup de bruit? alors dans un lieu qui est bruyant, déjà, il faut forcément un micro alors, je vous citais tout à l'heure le Zoom. Le problème du micro intégré du Zoom, c'est que c'est un micro stéréo et donc ça veut dire qu'il va vraiment prendre le son comme ça, à droite et à gauche. Il va vous restituer le son après des 2 côtés, le son capté à droite, le son capté à gauche. Par exemple, c'est pas ça que vous allez utiliser dans une manif, si possible, par exemple, si vous dans un milieu très bruyant. Parce que, ben, la voix va un peu plus se fondre, sauf si bon, vraiment le micro est bien placé, normalement ça devrait aller, mais il vaut mieux un micro directionnel qui enregistre ce qu'il a devant lui. Et non pas parce qu'il y a des micros qui sont, par exemple, omnidirectionnels, qui vont enregistrer tout autour. Il y a des micros qui vont enregistrer derrière et devant. Bon, ça, c'est encore un autre type de micro. A priori, c'est pas trop ce que vous allez prendre en reportage. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille, si possible, dans ces milieux bruyants, d'avoir un micro directionnel, cardioïde et qui va enregistrer le son qui est devant lui et comme ça isole un peu plus la voix des bruits ambiants, en fait. Voilà. Après, c'est à part, certains cas de figure, c'est rare d'enregistrer dans un milieu très, très bruyant. Moi, par exemple, c'est vrai qu'à l'école, bah, forcément, par exemple, la directrice, je l'enregistrais dans son bureau et au bout d'un moment, bah, forcément, on est dans une école, donc on entendait la récré, on entendait enfin, parce que bon, c'était souvent le moment où elle était plus au calme. Si elle était pas en train de surveiller la récré, c'est le moment où elle avait le plus de temps, en fait. Si possible, ne pas être dans un milieu trop bruyant, sauf si ça se justifie encore une fois, hein, pour les manifs, pour plein de choses. Il y a plein de sujets pour lesquels on a besoin d'être en situation dans un endroit bruyant, quoi. C'est bien aussi d'avoir des personnes en studio, quitte à superposer ces voix-là ensuite sur, d'autres choses, en fait. Par exemple, si on a enregistré quelqu'un qui parlait, par exemple, une directrice d'école qui parle à, la gardienne de l'école.
Ensuite, j'ai interviewé par ailleurs la directrice toute seule et la gardienne toute seule. Bah, peut-être que je vais pouvoir mettre un petit peu leur voix que j'ai enregistrée en «studio» entre guillemets ou dans des conditions studio en tout cas et puis, ben, superposer ça à des comment dire? Conversations en situation. Et comment tu rajoutes justement alors, bon, quand, tu as, voilà, ton interview qui est fait, qui est bien audible et cetera. Comment est-ce que tu gères, les sons, que tu rajoutes après, les sons d'ambiance? Comment tu les intègres dans ton podcast? Alors, ben, alors, une fois que vous avez votre son et que vous allez commencer à le monter, vous avez le logiciel de montage, donc vous avez des pistes. Vous avez la piste bon, mettons par exemple une piste voix, mettons une piste musique, et je vous conseille une piste par musique si vous utilisez différentes musiques, hein. À chaque fois, vous allez devoir faire des ajustements peut-être, qui seront différents d'une musique à l'autre. Donc à chaque fois que c'est une musique différente, hop, une autre piste. Mais bon, mettons là, c'est une voix, une musique, un son d'ambiance, je sais pas, un bruit de rue et cetera. Donc vous mettez bien ça séparé et ensuite vous allez placer, vous voyez, comme des blocs en fait, vous avez un bloc voix, et là vous dites: «Ah OK, après ça, je veux qu'on entende la rue». Par rapport à ce que la personne dit, c'est logique d'entendre la rue. Hop, vous allez ensuite rapprocher le bloc rue en dessous de la voix comme ça et hop, pour que ça démarre après et puis peut-être qu'il y aura aussi de la musique, puis il y aura peut-être des choses qui vont superposer. Peut-être qu'on aura la musique sous la voix, donc qui va commencer au milieu de la voix peut-être. Donc là, vous mettez bien en dessous, comment dire? Vous pouvez mettre alors fade in, fade out, donc c'est des réglages de volume pour que ça commence, doucement, que ça s'arrête doucement, enfin voilà. Mais effectivement, après c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer avec tout ça au montage et on peut faire plein de choses, géniales assez rapidement et c'est assez excitant en fait. Donc je pense que vous allez au bout d'un moment, vous allez prendre du plaisir et vous amuser. Une fois que en fait, au début, le montage, c'est de la technique, c'est très compliqué parce qu'il faut s'approprier les outils et c'est pénible, mais une fois qu'on commence un petit peu à s'amuser, à se sentir à l'aise sur le logiciel, bah, c'est super, quoi. Situation catastrophique, j'ai, une super interview vraiment, voilà, mon intervenant dit plein de choses, voilà, dont je vais pouvoir me servir, mais c'est hyper saturé. Derrière, il y a plein de bruit et cetera. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à sauver ou, qu'est-ce qu'on en fait? Alors le son, c'est très compliqué de travailler sur un son, raté. Alors, donc déjà, bien sûr, et là quand on en arrive à ce moment-là, c'est que c'est trop tard, donc ça sert à rien de blâmer, mais évidemment, il faut faire très attention en amont. Donc à la les conditions d'enregistrement, est-ce que c'est calme? Est-ce que le micro est assez près de la personne? Est-ce que le volume est bien réglé pour pas, prendre la voix trop fort? Parce que si c'est trop fort, ça sature, ou trop bas et donc dans ce cas, la voix est noyée dans le bruit ambiant, en fait. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a pas de bruit parasite et cetera? Donc bon, il y a pas d'écho aussi. Ça, l'écho, c'est impossible à enlever quasiment, hein. Par exemple, là, je suis dans un grand appartement, je peux dire, c'est pas le mien, donc je suis dans un grand appartement, et ben, ça résonne en fait. Donc là, si je faisais une interview dans ces conditions-là, bah, on entendrait cet écho, ce serait vraiment très, très difficile à récupérer. Donc bon, mettons que vraiment on ait fait une grosse erreur, ce qui peut arriver. Franchement, on peut jouer alors là, c'est un peu je rentre un peu dans de la technique, mais il y a le logiciel de montage permet de jouer sur des paramètres. Donc, on peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle un equalizer. Ça permet de jouer sur les fréquences. On a par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a une voix trop aiguë, on peut enlever un peu d'aigu. On peut rajouter un peu de basse pour ajouter de la présence dans la voix, par exemple, si la personne est un peu loin du micro. On peut un peu bricoler comme ça. Il y a ce qu'on appelle des plugins, ce qu'on appelle en français des extensions, qui sont gratuites ou payantes, souvent payantes quand même, et qui permettent d'enlever du bruit de fond, qui permettent d'enlever de l'écho. Mais enfin, honnêtement, c'est à la marge parce que plus vous faites un gros travail sur le son et donc par exemple, plus vous enlevez le bruit de fond parce que vous avez un gros bruit de fond et plus la voix va devenir un peu, robotique, métallique. Donc au bout d'un moment, vous abîmez la voix, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a bon, il y a des puis après il y a aussi un travail d'ingé son, hein. Il y a des ingé sons qui sont capables de faire des choses géniales, mais au bout d'un moment, on peut pas faire des miracles, mais on peut un peu sauver les meubles. On peut sauver les meubles. Ça dépend à quel point le son est raté aussi. Alors, on va remonter un petit peu, au niveau, donc, de l'interview parce que j'imagine que, pareil, hein, pour les ados, ça doit être le moment un petit peu, stressant. On peut être un petit peu timide et cetera, puis on est amené, à poser, des questions à des gens, qu'on connaît bien ou qu'on connaît pas du tout, hein, d'ailleurs. Heu,
Quelle est la part de questions, à préparer selon toi quand tu pars justement, en podcast documentaire? Est-ce que tu te fais toute une liste, ou que tu as en tête, ou pas? Ou est-ce que tu improvises un petit peu? Alors souvent, je pars quand même avec une liste, parce que en fait, je veux être à l'aise, avoir toujours ce truc-là sur lequel je peux me reposer, et puis aussi vérifier parce qu'il y a des questions, comment dire? Qui sont vraiment essentielles et après sur le terrain, on va oublier de les poser et après c'est trop tard. Donc c'est mieux de noter vraiment les questions essentielles, ce qu'on veut pas du tout oublier de poser, et puis après, bah, forcément, il y a aussi, je sais que c'est stressant, c'est sûr, mais il faut pas être collé sur son conducteur, sur les questions qu'on a préécrites parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est quand même une conversation, même si c'est du documentaire, hein. Il faut montrer à la personne que vous l'écoutez, donc vous allez rebondir sur ce qu'elle dit. Peut-être que la personne va dire quelque chose que vous n'aviez pas du tout anticipé. Peut-être que c'est une direction qui est intéressante et que vous avez envie de rebondir là-dessus, peut-être pas du tout. Alors dans ce cas, si vous dites: «Non, mais là, on est vraiment complètement éloigné de mon sujet», je ramène gentiment la personne vers mon sujet, mais avec tact. C'est un peu mais ça, c'est quelque chose qui se pratique et puis vous allez, avoir l'habitude. C'est normal que ce soit stressant. En plus, quand on enregistre, on s'occupe à la fois de la technique et en même temps de conduire la conversation, donc c'est stressant, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas insurmontable et donc pour les questions, moi, c'est un petit peu un mix des 2. Le plus important, c'est d'avoir des questions sur le ressenti des gens. Heu, non pas des informations factuelles. Parfois, on a besoin d'informations factuelles, mais à la limite, si vous avez de la voix off, ça, vous pouvez les dire dans votre voix à vous. Si vous avez de la voix off, hein. C'est pas grave, ça peut toujours passer comme ça. Alors que vous allez pas pouvoir vous raconter le ressenti de quelqu'un. C'est que la personne qui va vous raconter son ressenti et c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à des gens, qu'on s'intéresse à des histoires dans des documentaires, c'est qu'on arrive à s'identifier à eux, à se mettre à leur place et ça, c'est parce que les gens nous ont dit, par exemple: «Ah bah, quand ça m'est arrivé, je me suis sentie, vraiment, comme si, hein, mon monde s'écroulait. C'était vraiment horrible» et il faut ce genre de choses. Donc posez les questions qui vous amèneront à ce genre de témoignage, en fait. Les gens il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise là dans cet exercice-là parce que, il y a des gens qui sont très, très ouverts, qui vont raconter, très facilement ce qu'ils ressentent et puis d'autres, qui ont un peu une carapace et qui ont du mal à se livrer. Donc parfois, ça veut dire qu'il faut passer plus de temps, il faut aussi peut-être trouver des questions de relance qui vont permettre, de creuser un petit peu. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous conseille de partir avec des questions préparées et quand même de vous adapter à la conversation, rebondir sur ce que vous dit la personne et vérifier quand vous avez avant d'arrêter l'enregistrement, vérifier que vous aviez tout ce que vous voulez, en fait. Parce que des fois, on oublie en situation, vraiment. On oublie complètement. On se dit: «Ah bah, c'est bon, il y a rien d'autre que je devais aborder comme question» et en fait, des fois, on peut revenir, mais des fois, on peut pas revenir. Donc il vaut mieux avoir tout ce dont vous avez besoin. Alors, on a parlé un petit peu, de justement tout le travail que tu avais fait avec des enfants et cetera. J'imagine que, il y a certains ados qui vont interviewer leurs camarades, d'autres, voilà, peut-être des gens, voilà, des experts ou des inconnus. Comment est-ce que tu t'adaptes à chaque fois? Quelle attitude est-ce qu'il faut, adopter? Alors, déjà, jamais trop formel, quelle que soit la personne qu'on interviewe en général, parce que bon, des fois, on interviewe des experts et tout ça, ça reste un podcast et le podcast, il y a toujours un ton légèrement décontracté. Donc il faut pas que plus vous serez formel, en fait et un peu coincé, plus la personne en face de vous le sera aussi et donc plus c'est ça qu'on entendra voilà, à l'audio. Donc après bien sûr, il y a des tons qui varient. Alors déjà, on sent, on se dit: «Comment est-ce que je m'adresse à cette personne? Est-ce que j'aurais tendance à la tutoyer, la vouvoyer?» Par exemple, la plupart des gens dans mon documentaire, je les tutoyais, sauf par exemple, une personne au rectorat ou une ministre que j'ai rencontrée. Évidemment, voilà, là je les vouvoie, et là c'était plus formel aussi comme entretien. Voilà, je vous conseille d'être, pas le moins formel possible, mais en tout cas, voilà, d'essayer d'être, donc plus dans une conversation, détendue, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience et après, surtout si vous avez des experts, attention, parce que, il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de, ou alors même des fois, vous-même, vous avez lu beaucoup de choses, par exemple, sur votre sujet, donc vous êtes très à l'aise. Vous maîtrisez très bien le jargon, vous savez très bien ce dont vous parle l'expert en question, et vous voulez montrer que vous savez.
C'est un piège parce qu'en fait, vous voulez vous adresser à des gens qui ne savent pas tout ça et donc le but n'est pas d'impressionner l'expert que vous avez en face de vous, le but est d'être compris par les auditeurs et les auditrices et éviter absolument aussi, voilà, ces experts qui sont très dans leur rôle: «Oui, alors je vous explique», mais vraiment parce que, bah, ils ont un peu appris à parler comme ça. Au bout d'un moment, ils ont déjà été, peut-être interviewés, en tant qu'experts et donc, ben, ils savent, ce qui est attendu d'eux en général. Et donc vous, vous attendez quelque chose d'un petit peu différent. Vous voulez aller creuser l'humain derrière ça. Et donc, par exemple, mettons, vous interviewez, j'en sais rien moi, heu, allez, un astronaute, on va dire. L'astronaute va peut-être vous parler de façon, très, très, voilà, solennelle en fait de son métier, très, très formelle, avec beaucoup de jargon. Mais par exemple, vous pouvez lui dire: «Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler là-dedans? Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes intéressé aux planètes, à l'espace?» Et là, vous retrouvez la personne passionnée derrière l'expert. Même si c'est pas une question que vous gardez après, ça le met dans une humeur qui va être un peu plus relax, un peu plus, voilà, il va se poser, il va dire: «OK, en fait, on est là plus pour parler de moi que pour parler enfin, même si on est là aussi pour parler peut-être de sujets sérieux, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire: «OK, on va s'intéresser aussi à la personne derrière, l'expert». Donc voilà, c'est des petits conseils pour éviter d'être, trop formel parce que le podcast, c'est pas terrible pour ça. Si, je vais te poser, 2 petites questions, rituelles, Samia, qu'on posera, à tous, les invités, des ateliers et n'hésitez pas à poser vos questions, donc dans questions-réponses, pour après. Est-ce que tu aurais, Samia, un conseil, ou des conseils à donner aux participants, d'Une fois une voix? Alors, bah, plein de conseils, mais le conseil principal, ça serait, en fait, de faire confiance à votre intuition. Des fois, on se dit: «Ah, c'est quoi les règles dans le podcast? Comment est-ce qu'on fait un bon documentaire?» En fait, qu'est-ce qui vous plaît quand vous écoutez un documentaire, quand vous écoutez un podcast? Revenez à ça, en fait et ne vous dites pas nécessairement: «OK, on m'a dit que, il fallait mettre une musique après tel truc, parce que ça fait bien». Non, c'est: «Est-ce que ça marche? À l'oreille, est-ce que ça marche? Si j'écoute là, est-ce que je trouve que c'est bien?» Je le fais écouter aussi à des gens qui vont me dire ce qu'ils ressentent quand ils écoutent. Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est bizarre? Est-ce que le silence est trop long? Et cetera. Mais déjà, faites-vous confiance à vous et revenez à ce qui vous plaît et ne c'est pas oublier les règles, il y a des règles, mais en fait, je pense que les règles, c'est du bon sens aussi, en fait. Vous allez trouver s'il y a une aberration, vous allez vous en rendre compte, en fait, s'il y a un problème, dans ce que vous avez fait. Si la musique est trop forte par rapp et qu'on n'entend plus la voix, vous allez vous en rendre compte, enfin, voilà. Donc faites-vous confiance, c'est mon 1er conseil. Une autre question, si tu avais, moins de 18 ans aujourd'hui, avec un thème, comme celui de cette année, donc «Sois jeune et tais-toi», de quoi est-ce que tu aurais envie de parler ou peut-être de qu'est-ce que tu aurais envie de dénoncer? OK. Alors c'est intéressant parce que donc effectivement, j'ai bien plus de 18 ans et donc je pense qu'il y a plein d'enjeux qui m'échappent aujourd'hui, parce que et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous allez faire, c'est que, vous allez nous faire entendre des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginées. Parce qu'on est vieilles, j'allais dire vieux, mais là en l'occurrence on est 2 femmes. Non, en tout cas, je pense que moi ce que j'aurais envie de dénoncer c'est vrai que je trouve souvent que, on va faire taire un petit peu des personnes plus jeunes parce qu'elles sont plus jeunes, elles y connaissent rien. Nous, quand tu seras adulte, tu verras. Quand tu auras ton bac, tu verras. Or, c'est faux et d'ailleurs on le voit bien. On l'a vu avec, OK Boomer, il y a pas très longtemps, à quel point justement au contraire on peut s'embarrer de sujets, alors qu'on est plus jeune en tout cas que des gens qui se prennent pour, des grands sages quoi. Mais en tout cas, beaucoup de jeunes sont plus au fait des enjeux écologiques que des personnes plus âgées qui ont toujours vécu d'une certaine façon. Donc déjà, nous, nos générations, hein, franchement, on y est de plus en plus sensibles, mais on l'a pas toujours été. Et puis, bah, des personnes plus âgées aussi, enfin même mes parents, grands-parents et cetera. Et donc je pense que ça sera intéressant que comme les plus jeunes sont ceux qui vont rester là sur cette planète longtemps après nous, bah, en fait, qu'elles nous parlent de sujets qui vont les toucher directement, qui vont toucher leur génération, les générations à venir et parce qu'elles ont pris plus conscience, en fait, que les personnes plus âgées. Parce que je trouve qu'il y a un moment donné aussi où quand on a toujours vécu d'une certaine manière, quand on a toujours eu des principes en tête, on a du mal plus on vieillit et plus on a du mal à les déloger et plus on a du mal à s'adapter au monde dans lequel on vit et je trouve que plus on est jeune, au contraire, plus on est à l'écoute et plus on fait attention, en fait, à ce qui nous entoure et plus on est capable de changer d'avis aussi. Ce qui est intéressant à dénoncer, en tout cas, c'est cette idée que parce qu'on est jeune, on ne peut pas, s'exprimer, on n'a pas une opinion à avoir ou notre opinion est moins valide que les autres et je trouve que voilà, sur ces enjeux, notamment l'écologie, on le voit bien.
Mais merci beaucoup. Merci Bah, Samia. merci beaucoup, merci. Alors, il y a quelques questions, dans le chat. Oui. Peut-être on peut regarder ensemble. Alors, il y en a une, tu lui as déjà un petit peu répondu, enfin, quand on parlait tout à l'heure, de l'enregistrement. Dans certains cas, comme celui de la directrice d'école que vous venez d'évoquer, certains sons sont, j'imagine, bienvenus, comme ceux de la récréation en arrière-plan. Oui, tout à fait. Bah, c'est effectivement, c'est vrai qu'on entendait toujours, bah, enfin, on entendait quand c'était la récré, hein. Des fois, je l'enregistrais hors récré, mais c'est vrai qu'on en et d'ailleurs, quand je l'enregistrais hors récré, il y avait, un élève qui arrivait parce qu'il avait mal au ventre, donc voilà, il était escorté par quelqu'un, donc il y avait toujours des interruptions. Il y avait toujours des sons, enfin, de toute façon, c'est une école, hein, ça vit, mais effectivement, là, c'était des sons bienvenus parce que, on est dans une école, en effet, et que ça fait tout à fait sens, donc c'était pas grave, c'était pas le son studio parfait, donc c'est pas du tout un problème, et effectivement, des fois, on peut avoir envie de rechercher ce genre de choses. C'est intéressant, par exemple, si on veut enregistrer un boulanger, ça peut être intéressant de l'enregistrer, dans sa boulangerie. Voilà, il y a des choses qui sont plus logiques aussi, même s'il y a un peu de bruit, c'est intéressant de le faire comme ça. Il y a une question, d'Inès qui est très intéressante aussi. Est-ce que les interviews croisées peuvent être intéressantes sur le terrain ou vaut-il mieux interviewer un invité à la fois? Si c'est vraiment en situation d'enregistrement, moi je conseillerais une seule personne à la fois, et par contre après on peut croiser pendant le montage. Ça c'est génial. Vous pouvez poser par exemple les mêmes questions à 2 personnes différentes qui vont proposer des réponses différentes ou peut-être parfois similaires, et donc dans ce cas, vous allez pouvoir au montage faire entendre, ces similarités, ces différences, donc c'est hyper intéressant. Et c'est parfois, il y a de rares cas peut-être où ça peut être intéressant d'enregistrer des personnes ensemble, mais d'une manière générale, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'enregistrer les personnes une à une, et au montage, c'est ça qui est génial. Contrairement à l'image, on voit très bien où sont les gens, on voit qu'ils sont pas dans la même pièce. Alors que l'audio, on peut pas savoir, et en fait, c'est ça qui est intéressant des fois de jouer là-dessus, et on sait pas. On sait pas si les personnes ont été enregistrées en même temps, séparément. Vous pouvez tout à fait jouer là-dessus. Donc, pareil dans l'interview, est-ce que le micro-trottoir est une bonne idée? Ça peut être intéressant d'aller voir les gens, de leur poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous pensez ça? Et vous d'ailleurs, vous faites quoi dans la vie? Parce que ça peut aussi, aider à comprendre, les positions des gens sur tel ou tel sujet. Pourquoi pas? Mais dans ce cas, pour moi, c'est pas du documentaire nécessairement, parce que on va consulter des gens, on va leur poser des petites questions comme ça. On peut mettre bout à bout, mais c'est pas forcément un travail, vraiment de terrain, «d'enquête» entre guillemets, mais c'est un format qui est vu très souvent, hein, en radio, en télé, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de défricher un sujet en commençant par un micro-trottoir. Par exemple, on peut très bien commencer un documentaire par un micro-trottoir et ensuite enchaîner sur le sujet. Des conseils pour créer des conditions de studio. Donc j'imagine quand on est, chez soi ou quand on est, Ouais. voilà, un petit peu à l'extérieur, mais dans un lieu clos, Oui. quoi Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours accès à un studio. Donc par exemple, l'appartement dans lequel je suis, c'est un ami chez qui j'enregistre souvent, et donc comme je disais, ça résonne beaucoup chez lui. Donc lui, il installe des grands panneaux en fait autour de la table pour, en fait, casser un peu le son, pour éviter que, le son se propage et créer de l'écho. Mais c'était quand même un certain investissement quand même, ces panneaux. Le plus souvent, ça serait bien d'aller dans une chambre. Si vous pouvez, par exemple, enregistrer chez quelqu'un, enregistrer dans la chambre, parce que contrairement sauf si le salon, il y a des tapis et cetera, c'est super, mais en général, la chambre, il y a le lit, les draps, peut-être des étagères avec des livres, des coussins, des choses qui vont permettre d'absorber le son, et donc la chambre, en général, hein, c'est la pièce la plus intéressante de tout l'appartement ou la maison, pour enregistrer. Évitez absolument les carrelages, les cuisines, salles de bain, parce que là, c'est horrible, l'écho, c'est affreux. Et par contre, si vous n'êtes pas chez quelqu'un, bah, par exemple, il faut essayer d'arranger la pièce. Mettons, vous soyez, chez la directrice de l'école et je ne sais pas pourquoi, elle a un très grand bureau, mettons, avec, c'est un peu impossible pour une directrice d'école, mais par exemple, pas de livres, rien aux murs, bah, dans ce cas, essayez d'arranger un petit peu, mettez-vous dans un coin, mettez des petites choses autour, allez récupérer des choses peut-être dans d'autres pièces, pour amortir un peu le son autour. Vous n'aurez pas un son parfait, mais vous aurez un son, en tout cas déjà bien potable. Moi, ça m'est arrivé aussi d'être dans un appartement où vraiment
ça résonnait, j'avais pas du tout de moyens. Donc en fait, je devais enregistrer juste une voix off, hein. C'était pas une interview, c'était juste une voix off et en fait, j'avais ouvert, le placard et j'avais mis ma tête dans le placard et j'avais posé le micro comme ça et j'enregistrais, comme ça et donc et en fait, ça passait très bien parce qu'il y avait les vêtements du placard, et ça absorbait parfaitement et personne ne pouvait savoir qu'en fait, j'étais en train d'enregistrer ma voix comme ça. Donc il faut être parfois créatif. Ouais, on nous avait parlé aussi, une fois même de carrément se mettre, sous sa couette, que tu avais des bonnes, conditions, ouais, Alors, ça peut être acoustiques. intéressant, mais pas trop non plus, parce que des fois, on étouffe trop. En fait, des fois, si la couette est vraiment comme ça autour de nous, le son va s'arrêter trop vite. En fait, vous voyez, l'écho, c'est quand le son part trop loin, mais l'inverse, c'est quand le son s'arrête trop vite, et donc là, d'un coup, on a un son trop étouffé, trop mat et donc il faut, si vous mettez sous la couette, c'est une bonne idée, mais laissez passer un peu d'air. Déjà parce que vous aurez envie de respirer, parce que c'est quand même important quand on enregistre une voix et puis, laissez un peu comme ça pour avoir un son quand même qui soit pas trop étouffé. Une dernière question, est-ce qu'on peut enregistrer dehors avec seulement un téléphone? Alors le téléphone, ça dépend des téléphones, mais il y en a qui sont devenus plus performants avec leur micro. Hem, oui, en fait, il faut vraiment alors dehors, pas dans une rue très, très passante, hein. Si c'est quand même assez calme, mettez le micro le plus près possible de la bouche de l'invité, mais pas non plus, trop près parce que si c'est trop près, ça fait, vous voyez, des comme ça, on entend tout. Tous les petits bruits donc de bouche et donc il faut à une distance raisonnable, mais pas trop loin, en fait. Placez bien, ne touchez pas le téléphone, important, parce qu'à chaque fois ça s'entendra, à l'enregistrement et puis voilà. Je pense qu'après il faut tester. Honnêtement, si vous avez envie d'enregistrer quelqu'un dans telles conditions, faites-le d'abord tout seul. Enregistrez-vous dans à cet endroit-là et écoutez ensuite et voyez si ça marche et si vous êtes capable d'écouter ça et que vous vous dites: «OK, ça passe», je pense que ça passe, hein. Bah, parfait, merci beaucoup Merci Samia pour tous beaucoup, ces merci conseils. à tout le monde et puis, bah, j'espère que j'ai hâte d'écouter déjà ce que vous allez faire et j'espère que ça vous sera utile, ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci. Bon et Merci. bien, merci à vous d'avoir, participé aussi et puis, je rappelle juste que la semaine prochaine, on aura un autre atelier, sur la forme documentaire avec, Perrine Garmin de la série documentaire de France Culture. Voilà. Salut Samia, merci encore. Salut, salut, à bientôt.